première interrogation qui a été mienne, c'est pourquoi m'avoir invité. Finalement, je me suis dit, il y a peut-être plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement, j'ai eu l'occasion d'investir dans des startups en direct il y a quelques années maintenant. Je fais du capital risque, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Pierre. Ensuite, je suis monté à l'étage du dessus. Effectivement, je fais du fonds de fonds aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une troisième raison. Et donc, en discutant tous les jours avec les gérants, évidemment, on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe. Et comme je le fais au niveau mondial, effectivement, avoir des regards croisés, c'est enrichissant, on va dire. Et puis, il y a une troisième raison, je pense aussi, c'est que KT Capital est aussi, avant d'être un fonds, ou plutôt des fonds, c'est une société de croissance internationale qui a été créée il y a 12 ans par deux entrepreneurs et qui connaît une expansion, non seulement en France et en Chine, qui sont les deux pays de départ, mais aussi en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, et maintenant, alors ça on le fait en direct, et puis aussi en Afrique, et puis en Amérique du Sud, où on le fait en partenariat. Donc voilà, donc avec une vraie humilité, je vais vous donner quelques regards, on va dire, sur le thème de l'enjeu du capital humain pour réussir son projet de scale-up. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est une sorte de synthèse avant de participer à la journée. Donc ça, c'est... Voilà. Alors... Oui. Hop. Vers moi, s'il vous plaît. Daniel, voilà. Vers moi. Et alors, dans l'autre sens, la zapette. La zapette dans l'autre sens. Voilà. Il faut que tu la remontes dans ta main. Daniel, tu la remontes dans ta main. Ça marche. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alors, je vais vous dire des choses que vous savez tous. Effectivement, on sait désormais ce qu'est une start-up. Ça a été largement documenté. Le modèle il est bien connu. Il y a eu aujourd'hui, on a parlé de product market fit, on a parlé de business model, on a parlé de pivot aussi. Donc tout ça est largement modélisé, mais force est de constater que la scale-up, en fait, l'est beaucoup moins. Et pourtant, c'est le sujet du jour. Enfin. Qu'est-ce que je peux vous dire sur des choses que vous savez aussi, excusez-moi, mais pour qu'il y ait scale-up, il faut déjà qu'il y ait eu start-up, donc on ait trouvé son product market fit, mais surtout pour scaler, il faut qu'il y ait des conditions extrinsèques qui soient réunies, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un gros marché qui soit en fait en véritable croissance, très rapide, on en reparlera, c'est un vrai challenge, ça en fait partie. Mais il y a aussi des conditions internes en entreprise. Parmi celles-ci, bien sûr, il faut qu'il y ait une bonne stratégie, une bonne vision, qu'il y ait un accès au capital croissance. Alors, j'aurais pu le mettre aussi dans les conditions extérieures, parce qu'il faut qu'il y ait de l'offre sur le marché, mais il faut que l'entreprise elle-même sache comment y accéder, comment séduire les investisseurs. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Bien sûr, le business model doit être scalable. Les trois sujets les plus intéressants sont probablement, par rapport au sujet qui doit être traité, sont les trois derniers. Il doit y avoir une scalabilité opérationnelle, on va en reparler. Alors quand on est du côté investisseur, on dit toujours il faut qu'il y ait une équipe de management solide, engagée, résiliente, ambitieuse. Alors je voudrais insister sur ce point-là, parce que pour ce qu'il y ait scale-up, il faut effectivement, et ça a été dit ce matin, qu'il y ait une ambition, une volonté. Et c'est souvent un frein. Ça a souvent été un frein, puisque finalement, les dirigeants, ils n'avaient pas envie, comme ça a été souligné ce matin. Donc ça passe d'abord par là. Il faut qu'il y ait du drive. Alors ça, c'est très anglo-saxon, pardon, mais voilà, cette passion d'y aller, d'être très engagé. Et bien sûr, les collaborateurs qui doivent être sur la même ligne. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Tout le monde le sait. Comment on fait pour passer de la start-up à la scale-up? Alors déjà, si on regarde la définition, il y en a plusieurs définitions de start-up, vous les connaissez certainement, qui ont été définies par des praticiens, qui soient des anciens start-upers
ou des capitaux risqueurs. J'en choisirai deux parce qu'elles parlent, je trouve, de façon intéressante. Il y a une définition qui est qu'une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un business model scalable et répétable. Il y a la notion de temporaire, donc ça nous prépare déjà à la phase d'après. Et puis, il y a une autre définition. Alors, je crois que la première, c'est... j'ai oublié qui l'a défini. Voilà. Mais... La deuxième définition, c'est celle d'une institution humaine conçue pour créer quelque chose de nouveau dans des conditions d'incertitude extrême. Oui, parce qu'effectivement, quand on démarre, on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, mais on n'est pas sûr que le marché va l'accepter. Donc il y a un niveau d'incertitude. Ce niveau d'incertitude, il va être levé une fois qu'on a trouvé le product market fit, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de risque, puisque quand on va passer dans la phase de scale-up, on va avoir un gros risque d'exécution, et on va en parler. Alors, du coup, qu'est-ce qu'une scale-up ? Déjà, c'est très simple, c'est plus une start-up. Mais à partir de quel moment n'est-ce plus une start-up ? C'est à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes dans l'entreprise et où on augmente le chiffre d'affaires. À vrai dire, aujourd'hui, autant pour les startups, on trouve plusieurs définitions qui, lorsqu'on les met bout à bout, permettent d'appréhender ce qu'est une véritable startup. Ce n'est pas le cas dans la scale-up. Certains définissent une scale-up comme une entreprise qui est dans la phase d'exécution de son business model, avec, et c'est ce qui est le plus important finalement, une croissance très significative en termes de chiffre d'affaires et du nombre d'employés. C'est de ça, finalement, dont on va parler. Si à l'issue de la phase de start-up, on a un produit et un produit qui fonctionne, un marché qui est identifié et des clients pilotes, et quelques indications sur le cycle de vente, l'enjeu de la scale-up, c'est de bâtir la machine de croissance. C'est ça le point clé. Et quand on parle de ça, on parle d'hommes, inévitablement. Alors, pardon, intervenez quand vous voulez. C'est vrai que j'ai la parole, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions. Comme on vient de le voir, le challenge, il est d'abord humain. Pourquoi c'est un challenge humain ? Parce que, c'est une autre façon de dire ce qui a été dit depuis ce matin, c'est le moment où vont être très présentes les tensions entre les racines entrepreneuriales très fortes de la start-up et la phase plus institutionnalisée qui se dessine avec la scale-up. J'ai envie de dire, puisque j'ai parlé de mettre en place la machine de croissance, qu'on va à la fois définir le hardware et le software. Alors vous qui êtes dans le digital, ça vous parle forcément. Qu'est-ce que j'appelle le hardware ? Finalement, la façon de s'organiser. Et qu'est-ce que j'appelle le software ? Essentiellement la culture d'entreprise pour que le tout fonctionne de façon harmonieuse. Alors je ne vais pas vous dire comment faire parce qu'honnêtement, et ça a été dit aussi, tout change très vite et en fait on apprend tous les jours. Simplement ce que je vais vous dire, et là aussi ce n'est qu'une forme de synthèse de ce qu'on a vu tout au long de la journée, pour moi c'est une vraie métamorphose de l'entreprise et je pense à la chrysalide et aux papillons qui s'envolent. Finalement, la start-up, c'est la chrysalide et évidemment, la scale-up, c'est le papillon. Comment caractériser tout ça un peu plus précisément ? Une start-up, c'est une petite équipe où tout le monde fait un peu tout le monde est au courant d'à peu près tout et tout le monde fait au mieux pour que ça décolle. Donc, vous voyez que c'est un mode de fonctionnement qui ne va pas être applicable à la scale-up, puisque la scale-up, par construction, elle va recruter. Donc il va falloir s'organiser, il va falloir finalement coordonner des dizaines, des centaines, puis des milliers, on l'espère, d'individus, de collaborateurs, c'est mieux de le dire ainsi, et surtout de s'assurer qu'il va y avoir un alignement entre toutes ces personnes qui, si au départ elles étaient colocalisées, très vite ne le seront plus. Et donc, il y a tout un challenge de communication, de pérennité de l'ADN. Et c'est là que tous les sujets de valeur, on va y revenir, de raison d'être, je vais vous en parler, sont fondamentaux à mon sens. Et surtout, c'est un moment particulier
puisque lorsqu'on a parlé RH ce matin, on disait tout le monde ne va pas être en mesure de suivre. Et c'est vrai que des personnes très bien adaptées au départ ne le sont pas nécessairement ensuite. Et c'est tout le sujet de profil généraliste et de profil plus spécialiste, puisque après la phase de start-up, où on a besoin de gens qui soient justement extrêmement adaptables, flexibles, et donc plutôt généralistes, très agiles en environnement incertain, on va avoir besoin de collaborateurs plus spécialisés, parce que c'est le moment, on parlait ce matin de recruter un RH pour faire l'interface entre la direction et puis les équipes. C'est le moment où on va peut-être aussi, puisque quand on a un regard financier, on y est très attaché, embarquer un CFO. C'est le moment où on va spécialiser les forces de vente, etc. Enfin, vous savez ça très très bien. Mais bon, voilà, ce passage, il est fondamental. Il faut embaucher les bons talents, de plus en plus spécialisés, mais non pas trop tôt non plus. C'est ça qui est important, le timing. Pour ce qui est de l'équipe de départ, gros enjeu, puisqu'on va passer de contributeurs initiaux, où encore une fois tout le monde participait, à un moment où on va se structurer, où certains vont devenir managers. Mais j'aime pas ce terme manager, moi je préfère le terme de leader, même s'il doit être... non, il n'est pas mentionné, j'ai mis manager, pardon. Je préfère le terme de leader, dans le sens où... finalement, le leadership et le management, ce n'est pas exactement la même chose. Une scale-up, elle a besoin d'un ou plusieurs leaders, en tous les cas de quelqu'un qui va montrer la voie, qui ne va pas être dans les problèmes quotidiens. Ça, c'est plutôt le rôle du management qui fait au quotidien le suivi, le soutien, la gestion, le management, les feedbacks auprès des équipes front. Alors bien sûr, le leader, il ne doit pas être déconnecté de ça, sûrement pas, ça serait une grave erreur. Mais en tous les cas, il doit passer pas mal de temps à, bien sûr, piloter ses managers et à se focaliser sur la vision et la stratégie. Et c'est mon point suivant. Le fondateur, je dis il y en a peut-être plusieurs, mais en tous les cas, il y en aura un à l'arrivée. Il doit se métamorphoser du statut de fondateur au statut de CEO leader. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est une remise en question et c'est surtout la nécessité de mener à bien, ou plutôt de mettre en œuvre deux qualités, à mon sens, essentielles. Il y en a une qui est la capacité à déléguer. Déléguer, ça veut dire savoir identifier des profils, savoir les embaucher, les séduire. On a dit que ça pouvait être un challenge. C'est vrai, quand je discute avec les fonds américains en ce moment, le sujet de l'accès au talent est majeur. C'est déjà le cas. Je suis convaincu que ça l'est ici aussi. Mais malheureusement, les États-Unis ont toujours un peu d'avance. Et aujourd'hui, c'est un énorme challenge de recruter dans la tech. Et donc, tout le monde déploie des efforts de créativité pour attirer les talents qui se font de plus en plus rares. Donc déléguer et surtout recruter les personnes à qui déléguer. Et deuxième volet qui est peut-être moins évident, me semble-t-il, c'est que le leader, le CEO, doit avoir une capacité à apprendre. On doit apprendre en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est pour ça que c'était très intéressant cette journée, je trouve. C'est à ce moment-là que le rôle du leader il change considérablement. C'est-à-dire il doit apprendre des meilleurs experts, des pairs, de ceux qui ont vécu les mêmes situations. Alors bien sûr, chaque entreprise est particulière. Néanmoins, il y a des similitudes avec des situations vécues. Et donc ce partage, il est extrêmement porteur. Alors une façon d'illustrer cette métamorphose du CEO, moi je dirais, c'est qu'au départ, le fondateur, qui va devenir le leader, il doit être inconscient de son incompétence. Pardon d'utiliser ce terme. Ça veut dire que si il faisait
le point sur tous les challenges qui l'attendent par rapport, peut-être qu'il n'entreprendrait pas. Donc quelque part, pour se lancer, il faut être inconscient de son incompétence. Mais très vite, dans la phase de scale-up, à mon sens, il devient conscient de ses incompétences et c'est là qu'il recrute et qu'il ne doit pas hésiter à recruter plus compétent que lui. Ça ne remet pas nécessairement en question sa position. Mais voilà, ça c'est une phase importante. Et puis il y en a une troisième. Je l'ai brièvement entendu tout à l'heure, je crois que c'est Loïc. C'est la phase où le leader devient inconscient de sa compétence. Ça veut dire qu'il est tellement pris dans son quotidien, tellement impliqué, qu'il ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Alors ça a été modélisé, c'est ce qu'on appelle l'état de flux, et on est dans une sorte d'état de conscience autre, qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à déployer très vite la société. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Loïc qui a dit ça tout à l'heure, mais je commets peut-être une erreur. J'ai noté ça au passage, je me suis dit, tiens, ça c'est le fameux état de flux où on est tellement impliqué qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on ne compte pas. Au contraire, on est à fond, à 100%, on est boosté. Et je dirais même que certains parlent d'un état de start-up, de scale-up, pardon, qui est quelque chose qu'on appelle l'âme de la scale-up, qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que tellement, tout le monde vit tellement que on est surproductif, quoi. Voilà. Alors, le point suivant que je voulais mentionner, c'est l'évolution dans le fonctionnement et dans la culture de l'entreprise. Ça, c'est une transition assez potentiellement délicate, puisqu'autant dans la start-up, on remet tout en cause. Finalement, ce qu'on cherche, c'est à bouleverser les règles établies pour justement s'imposer, être innovant. Avec la scale-up, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut plus continuer dans une forme de chaos créatif. Au contraire, on doit commencer à mettre plus de discipline, plus d'organisation, mais ça ne veut pas dire des process qui seraient sclérosants, sûrement pas. Et par rapport à ça, j'ai envie de donner l'exemple KT, si vous me le permettez. C'est-à-dire que KT a démarré il y a 14 ans, 2 personnes dans un bureau, avenue Georges V, 67 millions d'euros sous gestion. Aujourd'hui, on est 120, on gère 4 milliards, on a une douzaine de nationalités. On est à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Singapour, Paris, Munich, New York, San Francisco. Et la culture, elle a bien sûr changé. Alors comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est 2 choses. Quand on rentre chez KT, on a une connaissance, et dès qu'on recrute quelqu'un, en fait, même avant qu'on ait décidé de le recruter, on lui donne ce qu'on appelle notre booklet de la culture. Dans ce document, il y a 2 choses. Il y a l'organisation et la culture. L'organisation, chez KT, il n'y a pas de siège social, il n'y a pas de headquarter, il n'y a pas de hiérarchie, il y a du leadership, ce qui n'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est responsable d'un produit, d'une fonction, et il en est responsable à fond. Et ça veut dire aussi que, compte tenu de l'organisation mondiale, il y a une priorité au pays. Parce que quand on est à Paris, comment peut-on décider de ce qu'on doit faire en Chine? Bien sûr, il y a une cohérence transverse, c'est la culture, mais pour ce qui est de la compréhension locale des marchés, c'est pas possible. D'ailleurs, ce que nous avons fait, c'est que nous avons recruté localement. Si vous allez chez KT en Chine, vous avez les Chinois. Si vous allez à Paris, vous avez une majorité de Français. Si vous allez en Allemagne, il n'y a que des Allemands. Aux États-Unis, que des Américains. Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement chez nous. Bien sûr, il y a des transfuges. Si vous allez à Singapour,
le patron du bureau de Singapour est français, il est breton d'ailleurs, je le souligne. Simplement, il a vécu en Chine depuis 25 ans, il est marié à une Chinoise, il connaît parfaitement l'Asie, il parle chinois. Et donc, ça a énormément facilité. La démarche pour nous, ça a toujours été de dire, pour s'implanter localement, il faut être local. D'ailleurs, notre fondateur, Ming Po, Kai, que certains connaissent, je crois, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'il a décidé à l'époque de s'implanter aux États-Unis, il y allait lui-même. Et il y a passé du temps avant de démarrer en recrutant localement un Américain pour lancer le bureau de New York. Voilà. Donc nous, notre philosophie, c'est celle-là. C'est véritablement une organisation internationale, localisée, avec une culture transverse. Et cette culture, on a également, je dirais, dans la façon de nous comporter, intégrer très largement des comportements que l'on souhaite globaux, même si chacun a sa culture. Voilà. Pardon, culture nationale, j'entends. Et après, il y a la culture de l'entreprise. Alors, justement, parlons d'international. Scaler, c'est pour une entreprise européenne, s'internationaliser. C'est à peu près incontournable, ça a été dit. Ce n'est pas le cas en Chine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, vraiment. Et ce n'est pas franchement le cas immédiatement aux États-Unis. Je ne dis pas que ça ne vient pas, mais ça vient dans un deuxième pan, alors qu'en Europe, ça doit être quasi immédiat. C'est immédiat, en fait. Juste un petit point que j'ai noté. On a surtout parlé des États-Unis. On n'a parlé que des États-Unis. Je comprends. Je suis un peu surpris. Peut-être à double titre. D'abord parce que opérant effectivement dans une entreprise qui est aux États-Unis, mais aussi en Chine, je me dis, et l'Asie dans tout ça, on l'a omise. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième raison, je vous l'ai dit, mon métier, c'est d'investir dans des fonds de capital risque. J'ai investi il y a 1 an, un peu moins maintenant, dans un fonds basé en Europe centrale et en Europe de l'Est. C'est assez impressionnant. La moitié du portefeuille. Quand on est en Europe de l'Est, c'est comme quand on est en France. On doit aller à l'international, c'est obligatoire. Eh bien, néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que ces sociétés-là, bien sûr, elles vont aux États-Unis, mais il y a la moitié du portefeuille qui va en Asie. J'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu. Je n'ai pas dit que c'était facile. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais suivant le thème de votre entreprise, ça peut faire beaucoup de sens d'aller en Asie. Notamment si vous êtes dans la FinTech. Peut-être aussi si vous êtes dans tout ce qui va être technologie, retail tech ou ce genre de sujet. Peut-être. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait y aller systématiquement, mais j'ai noté qu'on n'en avait pas parlé. Voilà. Donc je me permets de le souligner. Donc s'internationaliser, c'est un nouvel ensemble de défis humains, parce que se pose la question de comment recruter, qui recruter, comment maintenir l'ADN de l'entreprise. Parce que finalement, on va passer d'un mode centralisé, la start-up, elle est globalement centralisée, on travaille tous dans le même bureau ou presque, à un mode distribué. Parce que quand on va attaquer les marchés internationaux, ça ne va pas être évident. Donc la question, c'est comment faire, et surtout quand on opère sur des marchés différents, culturellement différents, comment faire. Pour ce qui me concerne, un petit vécu, j'ai rejoint donc KT il y a 5 ans, qui est une société franco-sino-américaine. Le gros challenge, ça a été la Chine. Parce que ça aussi, c'est un point qui a été dit ce matin, il est fondamental. Si on part sur un marché étranger ou dans une entreprise qui opère à l'étranger avec son prisme cartésien, on est tous cartésiens, ça peut être assez vite problématique. La Chine n'est pas cartésienne. On ne peut pas être plus différent. Alors, qu'est-ce que je fais depuis 5 ans et j'en apprends tous les jours? J'ai décidé d'apprendre le chinois. Je ne parlerai jamais chinois, mais derrière une langue, il y a une culture. Et derrière une culture, il y a une compréhension des modes de pensée, et c'est extrêmement utile. C'est, pour moi, quelque chose d'assez inconcevable de débarquer sur un marché sans s'intéresser à la culture locale.
c'est probablement un échec assuré assez rapidement. D'ailleurs, quand je faisais du capital risque, j'ai vu quelques échecs rien qu'en allant aux États-Unis. Ça se prépare, on l'a dit, mais ça doit également se vivre. Alors, quelques pistes sur ce sujet-là. Merci. Je ne vous dirai pas que c'est ce qu'il faut faire. Je voudrais juste partager avec vous quelques observations sur quelques entreprises de notre portefeuille d'investissement direct ou même indirect au travers du fonds de fonds, sur comment finalement tenter l'internationalisation. À l'heure de l'Internet, beaucoup de choses sont possibles. Ce que j'ai vu, c'est un certain nombre de sociétés commencer à recruter au siège, je vais parler du siège, un profil commercial ou en tous les cas culturellement du pays que l'on veut attaquer. Il va pouvoir opérer à distance pour démarrer, c'est faisable aujourd'hui, et il va s'imprégner de l'ADN de l'entreprise. Et à un moment donné, qu'il y a une taille critique suffisante au niveau du marché que l'on vise, à ce moment-là, il va pouvoir justement partir et recruter lui-même ses équipes, et ça permet de garder un certain lien, cette fameuse ADN avec la maison mère, si je peux appeler l'origine de l'entreprise la maison mère. Voilà, donc ça c'est pour l'international, mais encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, on en apprend tous les jours, et c'est ce qui fait la richesse, d'où l'intérêt pour le CEO de constamment apprendre de ses pairs, échanger et bien sûr contextualiser à l'entreprise ce qu'il va apprendre. Alors cette transformation, puisqu'on parle de transformation, elle doit être rapide. Pourquoi elle doit être rapide ? Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le monde accélère. Moi, je suis frappé quand je discute avec les gérants, pas seulement, mais notamment aux États-Unis, de ce qui est en train de se passer. C'est assez phénoménal en termes je dirais, de rapidité et en termes d'ampleur. C'est-à-dire ça va extrêmement vite. Et dans cette phase de croissance où finalement on est aspiré, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de donner du temps au temps, j'ai envie de dire. Il faut assez vite positionner les bons profils au bon endroit, on l'a dit. Bon, on pourra en discuter. Je l'avais préparé avant le débat du jour. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus vraiment à leur place ? Je ne dis pas qu'il faut systématiquement s'en séparer, mais à un moment donné, il faut quand même le faire. Parce que tarder, ça a des conséquences dans cette tornade qu'est le scaling pour les entreprises qui sont absorbées par leur marché. Alors bien sûr, il y a le fond, il y a la forme. Je ne me prononce pas sur la forme, je me prononce sur le fond. Je pense que l'humanité, c'est ce qui est nécessaire dans ce genre de situation. Donc moi, je vous véhicule pas ce message pour agir à l'américaine, où vous arrivez, il y a tout sur votre bureau et vous devez partir, sûrement pas. On n'est pas dans ce mode-là. Mais juste dire que retarder des décisions parce qu'elles sont difficiles ne les résout pas. Au contraire, elles peuvent aggraver la situation pour tout le monde, à la fois pour l'entreprise et pour la personne concernée. Et de toute façon, la transparence, le feedback à tout moment, ça a été suffisamment dit aujourd'hui, est un élément fondamental qui, à un moment donné, de toute façon, amène tout le monde à la même conclusion. Ce sujet-là s'applique évidemment aussi aux membres du CODIR, du COMEX et au CEO lui-même. Parce que si cette transition ne peut pas se faire, il y a des questions qui sont posées aussi sur le CEO, je vais y revenir. C'est recruter les très bons talents. Quelquefois, si on trouve un très bon talent, ben, on peut avoir envie de le recruter juste un peu avant d'en avoir besoin. Tant pis, c'est un investissement, honnêtement. Puisqu'on dit qu'ils sont rares, c'est vrai. Impliquer les équipes dans les recrutements, ça a plein de vertus, et notamment celle de faire réfléchir tout le monde sur la culture d'entreprise.
Alors moi, j'ai parlé de raison d'être, ça doit être quelque part. On a parlé de raison d'être, mais on ne l'a pas définie. Alors, je ne voudrais pas être trop théorique, mais la raison d'être, on a la chance en France d'avoir une langue qui nous permet d'exprimer véritablement ce que c'est. Parce que dans raison d'être, il y a deux mots, il y a raison et il y a être. Si on est aux États-Unis, il y a un corporate purpose, l'objectif. Non, raison d'être, c'est raison. Pourquoi on existe? Pour résoudre un besoin sociétal. Et être, raison d'être, être, ce que l'on est. Ce que l'on est, c'est quoi? Ce sont nos valeurs, nos convictions, la façon dont on se comporte. Et la raison d'être, c'est l'intersection des deux. Et c'est extrêmement puissant. Et donc, dans une entreprise en plein développement, la raison d'être fait beaucoup de sens. Parce qu'on parle de la vision. Mais la vision, avec des changements toujours accélérée, on va dire, elle peut être sujette à variation. Alors que la raison d'être, juste un point que je fais au passage, en réalité, elle ne doit pas changer. Une fois qu'on est clair qu'on a trouvé, bien sûr, son product market fit et qu'on a pris de la hauteur par rapport à ça, la raison d'être, en réalité, elle ne change pas. Hein. Le fondateur de Hewlett-Packard avait dit, une raison d'être, ça doit durer 100 ans. Voilà. Alors que la mission, elle change. La mission, c'est ce qu'on fait au quotidien. Passons, on n'est pas là pour parler de raison d'être, mais néanmoins, je suis convaincu qu'une vraie raison d'être, vraie, authentique, incarnée, c'est un des vecteurs fondamentaux du développement des entreprises aujourd'hui et particulièrement des scale-up. Particulièrement des scale-up. Elle est d'autant plus authentique qu'elle est communiquée en permanence et surtout incarnée. Parce que si le dirigeant, le leader, fait des choses en contradiction avec ce qu'il prône, ça ne va pas durer longtemps, c'est contre-productif. Bon, mais ça, ce n'est pas une raison d'être. Et la raison d'être, on n'a pas besoin de la placarder dans le hall d'entrée. On doit la vivre. Voilà. C'est presque simple, même si ça ne l'est pas totalement. Et puis, je dirais, il faut responsabiliser les collaborateurs. Chez KT, c'est ce que nous faisons. D'abord par le leadership en fonction des responsables de produits, des responsables de fonctions. Et surtout, on donne toujours une importance très forte, peut-être même une prépondérance aux avis terrain. Aux avis terrain, parce qu'aujourd'hui, et finalement ça sera la dernière partie de mon propos, décidément, je suis parti dans le mauvais sens, excusez-moi. Voilà. On parle beaucoup des startups qui innovent, qui sont les disrupteurs, qui créent des produits très innovants, etc. On devrait parler des scale-up et de leur mode d'innovation organisationnelle. Je sais que ça peut prêter à sourire, mais si on regarde un certain nombre de sociétés de la Silicon Valley, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'en parle pas tant que ça, malheureusement, mais quand vous visitez Google, quand vous visitez, bien sûr, là je parle des entreprises très établies aujourd'hui, Facebook et autres, ils ont des modes de management, des modes de fonctionnement très novateurs, très novateurs. Pourquoi? Parce que l'organisation hiérarchique que nous avons tous en tête encore aujourd'hui, c'est adapté finalement à l'industrie des années 70, l'industrie de masse, la production de masse, où finalement on produisait et donc on avait une vision hiérarchique parce que au plus bas de la hiérarchie, finalement on répétait des actions toujours à peu près les mêmes. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, avec le digital, on est dans des organisations plus plates parce que l'information, elle est transverse. Et donc, ce qui compte, c'est l'agilité, la rapidité. Et donc là, encore une fois, je n'ai pas, pour le coup, sur ce sujet-là, d'organisation type à donner, mais je pense que c'est une vraie réflexion à avoir sur comment s'organiser par rapport à cette nouvelle ère de l'information prégnante. Alors, on le sait tous, on en parle tous les jours, mais c'est un des éléments très importants aujourd'hui dans les scale-up, que cette organisation soit adaptée, bien sûr, à chaque business. Alors, c'est aussi un challenge pour le CEO, puisque quand il passe de la start-up à la scale-up,
il avait un mode de fonctionnement interpersonnel, c'était très facile. Mais quand il passe à la scale-up, il ne peut plus. Il n'a pas le temps. Non seulement il n'a pas le temps, mais en plus, ce n'est pas adapté. Donc, il doit être dans un mode de communication plus formel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va être amené à définir un mode de fonctionnement qui ne va pas être, plutôt à mettre en œuvre un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout de type contrôle, mais qui va être plutôt de définir le contexte dans lequel les collaborateurs, dans leur ensemble, doivent opérer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va revenir sur la raison d'être. Parce que la raison d'être, c'est pourquoi on est là et quelles sont nos valeurs. Donc déjà, ça va donner un vrai cadre. Ensuite, il faut la concrétiser, cette raison d'être, parce que c'est abstrait, honnêtement. Il faut que ça puisse être contextualisé dans chaque département, par chaque personne, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Puisqu'à un moment donné, quand cette personne sera confrontée à des décisions, elle aura le cadre dans lequel prendre la décision sans avoir à remonter dans les étages parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop long et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, finalement, il faut décider au plus près du terrain. Quand on est en haut, on n'y est pas. Pardon. Si, mais pas autant que lorsqu'on est sur le terrain. Rappeler sans cesse les liens des décisions avec la raison d'être, donner des exemples concrets, je viens de le dire, donner des niveaux de priorité, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui l'est moins. On n'a que des choses importantes en entreprise, mais qu'est-ce qui est moins important, finalement, sur quoi faut-il se focaliser à un moment donné, et ne pas oublier qu'une entreprise, elle ne vit pas en autonomie, qu'il y a des parties prenantes. On va, si on part sur ce sujet-là, parler de ESG, d'impact, mais c'est très important, particulièrement pour les scale-up, puisque finalement, les parties prenantes, les partenaires notamment, mais pas seulement, c'est une forme d'effet de levier business. On accélère si on a les bons partenaires, si on les traite correctement, etc. Et c'est aussi donner des indicateurs clés, des éléments de définition du succès. Alors on parlait des OKR ce matin, ça fait partie de ce thème-là. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et comme je vois que le temps passe, et j'ai peut-être beaucoup dépassé d'ailleurs, je voudrais juste terminer par une citation par rapport à ce dernier point. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Je pense que c'est particulièrement adapté en Bretagne. Merci pour votre attention.